Bonjour tout le monde, Alexandre de Terre et Tradition. J'ai un livre à vous parler aujourd'hui. Un livre que je viens juste de terminer, que j'ai adoré. Un livre très révélateur sur le monde qui nous entoure, et c'est La vie secrète des arbres. Fait par Peter Holleben. Je ne sais pas si je le prononce bien, il est allemand. Je ne sais pas trop la prononciation allemande. Mais bref, notre cher Peter est un sylviculteur. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est quelqu'un qui a une forêt qui produit du bois. Fait que, il va aller produire différents types de bois, du chêne, des hêtres, d'autres sortes d'arbres aussi, pour pouvoir fournir des matériaux. Parce que l'humanité utilise les arbres pour des matériaux depuis plusieurs années. Mais notre cher Peter, dans sa forêt, a appris énormément de choses. Il s'est toujours énormément intéressé aux arbres et à leur fonctionnement. Comment un arbre, comment les plantes vivent. Et une des raisons de pourquoi j'aime beaucoup ce livre-là, parce que c'est pas juste de la théorie, mais c'est un partage de l'expérience de Peter au travers de sa carrière. Il a fait ça au-dessus d'une vingtaine d'années et plus, trentaine probablement. Et il a analysé les arbres, il les a regardés, il vit avec eux et a appris à voir et compris leur fonctionnement, comment que les arbres fonctionnaient, avec de l'appui scientifique aussi, là, qui a aidé à comprendre comment ça fonctionnait, comment un arbre vit. Mais c'est ça que je trouvais vraiment fantastique parce que c'est quelqu'un qui partage du vécu. C'est pas juste quelqu'un, par exemple, qui a lu des livres, il a vraiment été sur le terrain. Et il nous partage ça. Et en lisant ce livre-là, une fois qu'on l'a terminé, on ne voit plus les plantes comme avant. On les voit vraiment d'une façon différente. Parce que le problème aujourd'hui, le problème depuis plusieurs années, c'est que l'humain se centre comme un être à part de la nature, que ce soit animal ou végétal. C'est l'humain et la nature. Sauf qu'on n'est pas si différents que ça. Puis c'est ça que Peter veut nous montrer, c'est que ces arbres-là, il parle spécifiquement des arbres, mais en réalité, c'est le monde végétal au complet. Mais c'est de voir les arbres, comment ils sont vraiment proches de nous. Ils vont arriver dans le monde, ils vont se nourrir, ils boivent, ils tombent malades, ils vivent, ils meurent. Je veux dire, pas mal la même chose avec nous. Et on s'adapte. Mais justement, la chose, c'est que nous, on voit les arbres comme de la matière, des matériaux de construction ou manger, dépendamment. Des fois, on va l'utiliser pour plein de choses. Même le livre est fait avec du papier. C'est un arbre mort. Ça, c'est morbide, mais c'est vrai. Puis, Peter veut nous montrer justement, pas de ne pas consommer, mais de penser à comment on consomme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis surtout, est-ce qu'on y va de la bonne manière? Parce que la chose qui est triste, c'est que oui, on va aller chercher, on va récolter les plantes, on va récolter des arbres, on coupe, on a la coupe à blanc, là, on coupe, on rase tout. Ça a des grosses répercussions. Pas juste sur l'arbre, mais un écosystème au grand complet. Puis là, il va nous montrer justement comment l'arbre vit dans différentes conditions. À la base, dans une forêt. Dans les forêts, le plus naturel, qui est laissé à elle-même, il y a des choses qui vont se former. Il y a des connexions qui se forment dans le sol. Pour ceux qui ne savent pas, les végétaux viennent se connecter dans un réseau de champignons qu'on appelle le mycélium. Ça, c'est des très petites connexions qui se connectent entre les racines, qui leur permettent d'avoir accès à plus de nutriments, qui vont pouvoir avoir des matières qui, sans le mycélium, ne pourraient pas aller les chercher juste avec les racines. Mais aussi, c'est que c'est exactement comme Internet. C'est assez fascinant, il faut que je vous le partage. À un moment donné, ils ont réalisé, il y a un arbre, je ne sais pas quelle sorte d'arbre exactement, qui est envahi par un insecte.
un envahisseur, un insecte qui vient manger l'écorce de cet arbre-là. Sauf que l'arbre a développé une technique pour se défendre. Il va sécréter une hormone qui va attirer une guêpe qui, elle, va attaquer le prédateur qui mange l'arbre pour s'en débarrasser. Comment? Eh bien, grâce à ces chemins-là, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, mais grâce au chemin de mycélium, les autres arbres aux alentours envoient des signaux qui sont transférés dans le mycélium pour communiquer avec leurs frères et sœurs. En grosse partie, les communications, ils se font principalement avec les arbres de la même famille, avec d'autres familles aussi quand c'est par le mycélium. Mais c'est pour dire que il y a un échange qui se fait. Il va communiquer avec les autres arbres au travers le mycélium. Complètement fascinant. Ils sont capables de communiquer. On ne le voit pas, on ne l'entend pas non plus, mais ça se passe sous nos pieds. C'est pour ça, justement, qu'il y a une différence entre les forêts et des arbres qui vont pousser dans des milieux urbains, par exemple. Le problème avec les milieux urbains, c'est qu'il n'y aura pas ce mycélium-là, ou même que les arbres vont pousser dans des endroits très restreints. Donc, c'est vraiment de la terre qui va rester dans un seul milieu. Il n'y aura pas un partage de racines avec les autres. Même la façon que ces arbres-là ont été cultivés, ils sont limités, donc vont devenir paresseux. Ils ne seront pas aussi autosuffisants qu'un arbre qui a été laissé à lui-même et qui a dû affronter la vie, qui a dû chercher à pousser ses racines, à devoir développer, à s'adapter. Non. Les arbres de ville, c'est des arbres chouchounés. Un peu comme nous, là. Chouchoune ton enfant, donne-y tout ce qu'il veut, puis je te garantis, ça va faire une peste. Façon de parler, OK? Mais pour vrai, c'est la réalité. Donne tout à quelqu'un, il ne va jamais se débrouiller tout seul parce qu'on lui donne tout. Les arbres de ville, c'est à peu près la même affaire. Mais là, le gros problème, on les chouchoune de même en production, arrive en ville, là, on ne te chouchoune plus, vis ta vie, puis bien, qu'est-ce que ça fait? Pas capable de survivre, pas capable de s'adapter. Il n'y a pas eu ce vécu-là, ce moment important de vivre en symbiose avec la terre, qui est proche de la mer, parce qu'une fois que le plan mer donne des fruits aux alentours, bien, les réseaux qui vont se faire vont communiquer avec la mer. Donc, les enfants, pendant leur développement, communiquent encore avec la mer. C'est absolument fascinant. C'est fascinant, puis ça fait son sens aussi, parce que si on va en forêt, il y a un très grand couvert végétal au-dessus de la tête. Puis, je veux dire, c'est normal, il y a plein d'arbres aux alentours, puis leur but, là, c'est vraiment d'avoir le maximum de soleil. Ils essayent de pouvoir capter le plus de soleil parce que c'est grâce à ça qu'ils peuvent développer le sucre dans l'arbre qui va ensuite l'aider à se développer. Sauf que les petits végétaux en dessous, comment ils font, eux? Les bébés, justement, on va dire, prenons un chêne, par exemple. Oui, les glands vont tomber aux alentours, mais une fois que ça va germer, il n'y aura pas de soleil, il n'y a pas plus de soleil. Eh bien, le plan mère du chêne, qui est encore aux alentours, va synchroniser ses racines pour rentrer en contact avec les racines des petits et elle va fournir les glucides nécessaires pour que ces petits puissent grandir. Ils vont commencer par développer un bon système racinaire, vont pousser plus en largeur et vont moins miser sur la hauteur jusqu'à temps que d'autres arbres aux alentours là donnent de l'espace et savent maintenant, là les petits, c'est là qu'ils vont savoir « Hey, c'est mon temps, je pousse ». Ou une autre façon, c'est si l'arbre mère finit par mourir, là c'est là qu'il y a un arbre. Quand on regarde les statistiques, au moins un arbre finit par donner. Je trouvais ça vraiment fascinant. Il nous explique, il nous montre les arbres comme un être, vraiment l'être vivant qu'il est. C'est comme regarder un documentaire sur les animaux. On les regarde, on les observe, on voit comment ils s'adaptent, comment ils vont chercher leur nourriture, comment est-ce qu'ils font pour s'adapter à des conditions météorologiques complètement absurdes, dans des grands froids, des grandes chaleurs aussi, les vents. Quels arbres finissent par continuer de tenir fort quand il y a des grandes bourrasques de vent? Comment ils font pour s'adapter à tout ça? Parce que les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous et sont encore présents. Je veux dire,
moi, honnêtement, de voir comment la vie tient encore, parce que les arbres, ça a été dans les premières choses vivantes de la Terre, sont encore ici. On a bien des choses à apprendre encore des arbres. Bon, je ne dis pas qu'on va vivre pendant 500 000 ans, là, mais c'est de dire que les arbres ont une lenteur, ils vivent lentement, ils prennent le temps, ils sont en symbiose avec la vie, puis ils n'ont pas le choix. Parce que si, prendrait comme un exemple, il nous en parle qu'un arbre prend la masse qui va vraiment couvrir tout, puis qu'il va exterminer, par exemple, les autres types d'arbres, bien, éventuellement, ça va tout perturber l'écosystème. Parce que peut-être que l'autre arbre à côté qui était en compétition, bien, il attirait un mammifère important pour notre arbre. Peut-être qu'il y avait des insectes, des pollinisateurs aussi, des oiseaux, plein de choses comme ça. Donc, les plantes savent qu'ils ne peuvent pas prendre toute la place parce que sinon, ça va créer un déséquilibre et éventuellement mener à une perte totale. Je vous donne un exemple très commun. Les champs de culture. Quelle grande monoculture. Des grands champs de blé. Étant donné que ça couvre des hectares et des hectares pour les grandes productions, bien, mets la même plante, multiplie-la sur des kilomètres de long, bien, c'est sûr que les ravageurs vont venir, ils vont tout ravager. Donc, pas le choix de mettre des pesticides, des insecticides, des fongicides, toute la bonne sauce, là, hein? C'est ça qu'on veut. Sarcastiquement, bien évidemment. Ah, voir la biodiversité. Les plantes sont en biodiversité. C'est sûr qu'il y a de la compétition. C'est pas une grande harmonie. Bien, oui et non. C'est comme le taoïsme. Je ne sais pas la culture exacte. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Taoïsme. C'est l'équilibre entre tout. C'est du chaos. Le bien et le mal. Chaud, froid. Eau, feu. Tout ça est ensemble. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre tous ces végétaux-là. Puis chacun d'entre eux se tienne. Puis le fait qu'il y ait une grande biodiversité, ça fait que justement, il n'y aura pas un surpeuplement pour des ravageurs ou à l'inverse même, ça pourrait être animal par exemple, parce que si on garde l'exemple du chêne, s'il ferait tout le temps ses fructifications, toujours envoyer les glands partout, bien, tous les herbivores, ceux qui mangent ça, parce que c'est très, 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 très recherché par plusieurs petits mammifères dans la forêt, il ne va jamais avoir de progéniture. Toutes les semences vont être mangées. Il n'y aura jamais de futurs chênes. Donc, éventuellement, peut-être que ce qui va arriver, c'est que les chênes vont juste mourir parce qu'ils ont trop voulu se reproduire. Ah, j'adore, j'adore. Puis, ça nous montre que l'arbre a une certaine conscience aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, encore beaucoup de gens ne voient pas les arbres comme des êtres vivants, justement, parce que l'arbre pousse à l'endroit où il a tombé. Il reste là toute sa vie. Il ne parle pas, il ne va pas nous communiquer comme nous on communique avec nos frères, nos sœurs, ou comme les animaux avec leur propre langage. Ils ne font pas de son, mais ils vont dégager des choses pour justement avertir les phéromones dans l'air, ou comme on a vu tantôt, le mycélium. On travaille le sol, le réseau. C'est très rapide comme une communication. Ça peut aller sur des kilomètres assez rapidement. Ils sont capables de se parler entre eux. Ils apprennent. C'est exactement comme nous avec nos enfants. On leur apprend à être plus résilients avec les années, s'adapter à des changements, que ce soit météorologique, écologique, économique, toutes ces choses-là. Les arbres font la même chose. Fait qu'il faut savoir que c'est un être vivant qui nous rapporte à nous aussi. Regardez, ici au Québec, je donne l'exemple de Montréal, une immense île qui a presque pas de végétation. C'est très urbain. Il y a énormément de béton partout. Qu'est-ce qui arrive? Pas de végétation, énorme chaleur. C'est un immense îlot de chaleur. Qu'est-ce qui arrive? Pas de végétaux. Mettez-en quelques-uns. C'est même de cette façon-là, ils nous en parlent que souvent dans les villes, ils vont planter les mêmes végétaux. Mais c'est là qu'ils ont découvert qu'il y a certains ravageurs qui, dans des forêts, n'existent pas. Dans les villes, ils sont très présents. Ils attaquent tous les végétaux. Puis au Québec, un des plus populaires, le scarabée japonais. Pourquoi il y a autant de scarabées japonais? Parce que tout le monde a du gazon partout. Les scarabées japonais adorent le gazon. Puis nous, on est là avec du gazon partout.
bien c'est sûr qu'ils vont attaquer les végétaux. C'est normal, on leur donne la bouffe. On leur donne ce qu'ils aiment le plus. C'est sûr qu'ils vont rester. C'est pas de leur faute. On leur donne. Je veux dire, si on donne ton plat préféré, là, c'est sûr que tu vas vouloir le manger, c'est normal. Tu veux te nourrir, tu veux vivre. Le scarabée japonais fait juste suivre l'ordre naturel. Ah, bref. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures de ce livre-là. Toutes les choses, j'en oublie même. C'est la première fois que je le lis, c'est sûr que je le relis parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre là-dessus parce que c'est un être très complexe. Même qu'encore à ce jour, on ne comprend pas comment cet être-là est capable de s'adapter comme il s'adapte. Parce qu'un arbre peut vivre pendant 1000 ans, 500 ans, 1000 ans, puis il s'adapte aux conditions. Il s'adapte quand même. Des fois, on voit dans les plantes qu'au travers des semences, dans les fruits, l'arbre va envoyer une sorte de connaissance. Je donnerais par exemple, on va dire que je mets un arbre dans un climat qui va être froid, ben dans les fruits qu'il va faire, il va mettre dans les semences, comme partage génétique, tu es dans un climat froid, donc quand tu vas arriver, adapte-toi. Et même au début, lorsque la semence va commencer à germer, elle est encore en train d'analyser, elle regarde c'est quoi son environnement, est-ce que j'ai beaucoup d'eau, est-ce qu'il y a beaucoup de soleil, est-ce que ma terre est compacte, est-ce qu'elle est sèche, est-ce que j'ai des réserves d'eau aux alentours, ils sont tous capables de s'adapter. Puis justement, c'est un échange entre l'arbre, la mère, qui va donner à l'enfant, qui lui va ensuite pouvoir s'adapter plus rapidement. Mais comment ils font ça? C'est ça qui est encore fascinant, c'est le stockage de mémoire. Nous, on a notre cerveau, puis on sait que c'est là que la mémoire elle va rester, mais un arbre, ça n'a pas de cerveau. Ben, du moins, pas un cerveau comme on le connaît. Donc, il y a quelque chose de différent. Est-ce que c'est dans les cellules? Est-ce que au travers de... C'est très curieux. C'est vraiment très, très, très curieux. Et pour toute personne, en tout cas, pour moi, toute personne fascinée par les arbres devrait absolument lire ce livre-là parce que ça va vous faire voir les arbres de façon différente. Puis, je trouve que ça nous met... ça nous garde humbles. Je suis pas différent du cèdre à côté de moi. Oui, on a nos façons de s'adapter, mais c'est un être vivant. Je suis un être vivant. Il vit, je vis. On vit. On vit tous ensemble sur la même terre. Éventuellement, je vais mourir, je vais me décomposer, je vais retourner au sol, puis peut-être que c'est ce cèdre-là que je vais nourrir. Bon, probablement pas parce qu'on ne peut pas m'enterrer ici. Ça ne serait pas légal. Mais tout ça pour dire que c'est ça la vie. C'est la vie et la mort. On se décompose, on retourne au sol. Les arbres vivent et se renourrissent de ça. C'est fascinant aussi de voir aussi que c'est le seul être vivant qui n'a pas besoin de consommer d'être vivant. Parce que toutes les autres, ça là, peu importe vous êtes qui, peu importe c'est quoi votre style de votre diète, là, que vous soyez keto, vegan, végétarien, carnivore, omnivore, on mange tout quelque chose de vivant. Là, je sais, il y en a là, peut-être qui vont être comme « Ah, mais non, mais là, c'est... » On mange tout quelque chose de vivant. Puis on peut rien y faire, c'est ça. Déniez-le, c'est à vous. Mais on va tous manger quelque chose de vivant. Et je vais vous lire un chapitre, justement, parlant de ça, que j'ai adoré. Je trouve que ça met une bonne fin là-dessus. Le papier du livre que vous avez entre les mains. Cher lecteur. Oups, j'ai perdu ma page. J'ai ma ligne. On recommence. Le papier du livre que vous avez entre les mains, cher lecteur, provient du bois râpé, de bouleau et d'épicéas abattus. Donc, tué à cette seule fin. Vous trouvez ces propos excessifs? Je ne pense pas qu'ils le soient. Si l'on songe à ce que les chapitres précédents nous ont appris, le rapport entre les arbres et leurs produits est identique à celui existant entre les animaux et leurs produits. Nous utilisons des êtres vivants qui sont tués pour satisfaire nos besoins. C'est la réalité. Mais est-ce réellement blâmable? Nous sommes aussi partie intégrante de la nature et ainsi constitués que la substance organique d'autres espèces vivantes est indispensable à notre survie. Nous partageons cette caractéristique avec tous les animaux. Mais nous pouvons nous intégrer sur ce comportement.
nous pouvons nous interroger, sur notre comportement. Nous devons veiller à ne pas puiser dans l'écosystème forestier au-delà du nécessaire et à traiter les arbres comme nous traitons les animaux, en leur évitant des souffrances inutiles. L'exploitation du bois doit se faire dans le respect des besoins spécifiques des arbres. Cela signifie qu'ils doivent pouvoir satisfaire leurs besoins d'échange et de communication, qu'ils doivent pouvoir croître, j'ai un moustique sur le nez, qu'ils doivent pouvoir croître dans un véritable climat forestier sur des sols intacts et qu'ils doivent pouvoir transmettre leurs connaissances aux générations suivantes. Au moins une partie d'entre eux doit pouvoir veiller dans la dignité puis mourir de mort naturelle. L'affûtage jardinier est à l'exploitation forestière ce que la culture biologique est à la production de denrées alimentaires. Cette méthode de gestion durable de la forêt mêle étroitement des arbres de taille et d'âge différents, si bien que les enfants arbres sont abattus ici et là et veillent à ne pas endommager le reste du peuplement et débardés en douceur par des chevaux. Tranquille. Et afin que même les vieux arbres aient toute leur chance, 5% à 10% de la forêt sont placés sous protection. Le bois provenant de ces exploitations respectueuses des arbres peut être exploité sans hésitation. J'ai tellement aimé cette fin-là. J'en ai lu un peu plus parce que j'étais là. Pardonnez, des fois, là, je bug un peu. J'ai une petite dyslexie. Des fois, la lecture, ça peut être un peu spécial, mais ça ne m'empêche pas de lire. J'adore ça. Puis, justement, c'est important de lire, de s'instruire, de pouvoir pousser à comprendre les choses. Mais pour revenir avec le passage que je vous ai lu, je trouve que c'est quelque chose d'important à savoir. Parce que souvent ici, je pense qu'on veut tout le bien. On veut vivre et on veut que les choses alentour de nous puissent bien vivre aussi. Puis là, je fais référence à... J'ai déjà eu un moment où j'allais plus vers un style végétarien parce que je trouvais que les animaux étaient traités de façon complètement absurde. Puis je trouve encore à ce jour que l'animal est traité de façon complètement inhumaine. C'est horrible. Mais avec le temps, on réalise que c'est pas la source de consommation le problème. C'est la façon qu'on va la chercher. Parce que même si je serais encore végétarien, vegan, des terres, les terres de grande production là, qui fournissent notre nourriture, n'est pas mieux entretenue. On la nourrit de produits chimiques, on met des pesticides, on met des fongicides, on les maltraite, on les prend pour acquis que c'est juste de la nourriture pour l'humain. Mais non, c'est tous des êtres vivants. Cueillir une carotte, la partie qu'on mange, la racine, c'est littéralement sa source de survie. C'est ça qu'elle va prendre pour aller puiser les nutriments du sol pour se nourrir. On mange littéralement son estomac, son système digestif au complet. C'est vraiment morbide dit comme ça, mais c'est vrai. C'est important de se le dire. On mange des êtres vivants. On va toujours manger des êtres vivants, puis on ne peut rien changer. Si on n'en mange pas, ben écoutez, on devient un muscle, puis au final, c'est les arbres qui vont nous manger ou d'autres rapaces qui vont venir nous manger, des charognards. Je veux dire, c'est le cycle, c'est inévitable. Mais le but, c'est pas de... faut pas se sentir mal pour ça. Faut pas se sentir mal non plus, mais il faut respecter. On veut respecter les animaux, traitons-les avec équité. Et si on doit manger, remercions l'animal qui a donné sa vie pour qu'on puisse le manger. On a besoin de construire quelque chose, on a besoin de bois. On va aller en forêt, on va aller chercher des arbres. On va regarder quel arbre aller chercher. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le plus gros parce que ces arbres-là sont importants puis il faut en laisser. On peut aller chercher d'autres aux alentours. On remercie l'arbre encore une fois. L'arbre s'est donné pour qu'on puisse construire. C'est grâce aux arbres qu'on est en mesure de pouvoir avoir des constructions comme ça. Toute matière. Puis plus qu'on va remercier, puis plus qu'on va voir ça, plus qu'on va voir qu'on va faire attention à comment on consomme. On va conserver les choses. Un outil qui se brise, on va vouloir le réparer, on va essayer de l'entretenir. J'ai encore des outils qui sont vieux de, je ne sais pas trop quand, là, des outils antiques, des vieux livres. Hey, on partage, on y va. Pas besoin d'en fabriquer plein. Aller dans des bibliothèques, on va rechercher, on a-tu besoin de l'acheter, ce livre-là? Bref, c'est toutes des questions qu'il faut se dire. Puis je pense que l'important, c'est de voir la vie aux alentours. Parce qu'on n'est pas seul. Ça, je disais au début, l'humain se voit contre la nature.
Mais ce n'est pas le cas. On en fait partie. C'est une union. On fait partie de la Terre. On fait partie des magnifiques œuvres de la Terre-Mère. Et on doit s'incorporer là-dedans. C'est important. Puis c'est comme ça, moi j'y crois, j'ai beaucoup la foi qu'éventuellement l'humain va finir par ressouder les ponts avec la nature. Ça va peut-être prendre du temps. Il va y avoir des conflits, j'en suis conscient. Mais de voir cette vision-là est trop claire. Je souhaite sincèrement pour moi, mes enfants, les autres générations, que cette vision-là va accroître, qu'on va voir la beauté de la vie et surtout qu'on va se voir comme des frères et des sœurs de la nature et pas juste comme un simple humain qui vit au travers de la nature. Alors, je pense que ça fait bien le tour. J'ai chaud. On a eu une semaine bien humide. En plus, étant dans les potagers, ça paraît qu'il manque d'arbres. Il n'y a aucun équilibre climatique. Ouais, il fait vraiment chaud. Mais, regardez. On fait avec ça, on s'adapte. On boit de l'eau. Puis, soyons heureux. Vivons. Faisons ce qui est bien pour nous et les autres. Profitez de la vie. Riez. Amusez-vous. Soyez fiers de vous autres. Faites ce que vous aimez. Mais surtout, faites ce qu'il faut. Je pense qu'il faut se le dire, ça. Il faut faire ce qu'il faut faire dans la vie. Et plus qu'on apprend sur ce qui nous entoure, plus on s'harmonise. Alors, un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime fort.